Il est des personnes que l'on croise et qui nous marquent, que l'on a envie d'imiter, qui seront des modèles pour nos vies. Chacun a en mémoire un personnage du passé ou du présent qui lui servira de repère pour orienter sa vie personnelle ou professionnelle. Tout en gardant sa propre personnalité, glaner des morceaux de vie et des valeurs chez d'autres membres de notre espèce peut forger une vie. Imitables ou non, ces êtres nous inspirent, souvent pour faire émerger le meilleur de nous-mêmes. J'aurais pu vous parler de ce professeur de français qui donna au piètre littéraire que j'étais le goût de la lecture et de l'analyse de texte, notamment Candide, Le meilleur des mondes, Rhinocéros, Fahrenheit 451 et surtout, 1984. J'aurais pu vous parler de ce professeur des hôpitaux qui m'a donné le goût de la chirurgie de l'obésité, qui m'a montré ce qu'était un travail d'équipe et transmis le désir de faire tomber les barrières entre les différentes spécialités médicales et chirurgicales, tellement cloisonnées que chacun se sentait comme n'ayant rien à recevoir de l'autre. J'aurais pu vous parler de José Gregorio Hernandez, médecin au Venezuela, qui s'est dévoué sans compter ses heures en portant gratuitement secours aux plus pauvres lors de l'épidémie de grippe espagnole au début du XXe siècle, épidémie qui tua 1% de la population. J'aurais pu vous parler de Franz Jägerstätter, paysan autrichien, qui fut guillotiné en 1943 pour avoir refusé de servir dans l'armée hitlérienne, et qui fut en but à l'ensemble de son village. Pour seul soutien, sa femme. Pour seul but dans sa vie, suivre sa conscience et refuser toute collaboration avec le mal. En cette période de Noël, je souhaiterais plutôt vous parler d'un savant, médecin et chercheur, qui mériterait beaucoup à être connu car son intelligence rare, son sens aigu de l'homme, son amour inconditionnel des plus fragiles, se lisent sur n'importe quelle photographie qui a capturé son regard. Il s'agit du professeur Jérôme Lejeune, pionnier de la génétique moderne, découvreur de l'origine génétique du mongolisme, la trisomie 21, et mit tout en œuvre pour tâcher de guérir ses enfants, ou du moins d'en prendre soin, de faire des recherches scientifiques respectueuses de l'homme et de la vie dès son origine. Il avait la conviction que la trisomie 21 est une maladie dont on pourra guérir un jour, et que la médecine se doit d'être au service des plus faibles. Pour cette découverte et tant d'autres, il eût pu être prix Nobel. Reçu par les plus grands de son temps, il n'a pourtant jamais cessé d'être pétri de l'humilité qui fait les plus grands hommes. Il refusa les appartements de fonction, privilège qui aurait pu donner un autre standing à sa famille nombreuse, pour que ses enfants ne puissent s'habituer à la compromission avec les avantages que peut offrir une certaine société soucieuse de s'attribuer les bons services d'un homme important. Salarié de l'État, il n'a jamais eu de consultation privée, souhaitant rester sans relation d'argent avec ses petits protégés et leurs patients. Il était consulté de partout. Il passait beaucoup de temps avec chacun. Il le connaissait, tous par leur prénom. Il multiplia les conférences dans le monde, intervint comme témoin scientifique dans des procès retentissants où il fallait trancher sur la question des embryons surnuméraires, et à chaque fois l'auditoire buvait ses paroles limpides et fortes, loin des phrases alambiquées habituelles dans le milieu scientifique gonflé de son propre orgueil. Au départ invité sur les plateaux télévisés, il en fut ensuite banni, car il ne souhaitait pas que ses découvertes soient détournées pour un mauvais usage, et il le faisait bien comprendre. La doxa officielle disait « Puisqu'on ne peut pas guérir les enfants trisomiques, il faut les empêcher de naître ». Pour Jérôme, une erreur inouïe. Une indiscrétion entendue en voix off par un témoin venant de chroniqueurs de télévision. Le salaud, il est trop bon, on ne l'invitera plus. Sa douleur fut immense en effet de constater la dérive eugéniste de notre société. Il disait « Nous voyons réapparaître ce contresens absolu de vouloir vaincre la maladie en supprimant le malade. La médecine devient folle si elle s'attaque au patient au lieu de lutter contre la maladie. Le patient, il faut être de son côté. Toujours. » Le film 300 nous a pour un temps mis les Spartiates comme des héros résistant jusqu'à la mort pour défendre leur cité. Jérôme avait pourtant déjà cassé cette image d'Épinal. Il nous disait « Les Spartiates furent les seuls à éliminer à la naissance les enfants qu'ils estimaient incapables de porter les armes ou d'engendrer de futurs soldats. Sparte fut la seule cité grecque à pratiquer un tel eugénisme, une exclusion aussi systématique. Or, de Sparte, il ne reste rien. Elle ne nous a laissé ni un poète, ni un musicien, pas même une ruine. Sparte est la seule cité grecque qui n'a rien apporté à l'humanité. Est-ce fortuit ou directement lié? Les généticiens se posent la question. Est-ce qu'en tuant leurs petits qui n'étaient pas beaux, ils ont tué leurs futurs penseurs, leurs futurs artistes? Et toujours selon lui,
Il faut dire clairement les choses. La qualité d'une civilisation se mesure au respect qu'elle porte aux plus faibles de ses membres. Il n'y a pas d'autre critère de jugement. Triste constat que nous pouvons faire en ces temps où le handicap est mal vu, où l'on cache nos aînés en maison de retraite, quand on ne les laisse pas seuls, coupés de tous leurs liens familiaux, en syndrome de glissement, ou achevés à coups de rivotril. Triste constat également, quand certains potentats politiques venus de nulle part et leurs porte-flingues médicaux aux conflits d'intérêts infiniment plus longs que la liste de leurs publications scientifiques veulent impérativement injecter un matériel expérimental à l'avenir plus qu'incertain dans les bras de chaque citoyen, du berceau au cercueil, ce délai étant amené à se raccourcir drastiquement, sans oublier les femmes enceintes, une catégorie de la population que jamais auparavant on n'a vaccinée pour quoi que ce soit, du jamais vu dans l'histoire de la médecine. Mais il est vrai que le cerveau malade de l'homme moderne n'est jamais à court d'une folie pire que la précédente. Alors pourquoi parler de ce grand homme autour de Noël? Eh bien parce que la magie de Noël, c'est, à l'image de Jérôme le Jeune, l'alliance entre la science et l'humilité. Quels sont en effet les protagonistes secondaires dans l'histoire de la nativité autour de la Sainte Famille? Les bergers et les mages. En arrière-fond, le roi Hérode et les scribes. Le pouvoir et les médias. Après la naissance du petit enfant de la crèche, les premiers à accourir sont les bergers qui paissent leurs troupeaux, les plus humbles, les non-instruits, le petit peuple, d'aucuns diraient les sans-dents, ceux qui ne sont rien. Ils seront pourtant les premiers à contempler la merveille des merveilles. Plus tard, des mages qui ont vu se lever une étoile, les plus savants, les plus désireux de comprendre. Ils affûtent leurs calculs scientifiques, ils préparent leur itinéraire, leurs bagages, ils se mettent en route. Ils acceptent d'affronter l'inconnu de la route, ses dangers. Le propre d'un savant, c'est d'être constamment en chemin, de savoir remettre en cause sa route, de se laisser instruire par les événements, sans dogmatisme étroit et réducteur. L'humilité aussi les gagne, car arrivés à Jérusalem, ils sont obligés de demander de l'aide. C'est envers le roi Hérode et ses conseillers, ses docteurs, ses savants qu'ils vont apprendre où chercher. Ceux-ci, scrutant les Écritures, vont les aiguiller correctement, mais ils ne bougent pas. Ils ne les accompagnent pas. Ils ne lèvent pas le nez de leurs manuscrits. Ils savent les événements, mais, paralysés par leur propre confort, ils n'ont pas cette souplesse de celui qui cherche la vérité. Quand ils ont trouvé l'enfant nouveau-né, les bergers, premiers témoins des temps nouveaux, étaient déjà repartis, annonçant partout ce qu'ils avaient vu et entendu. Les mages offrent leurs présents, l'or de la royauté, l'encens de la prière, la myrrhe de l'embaumement. Mais ils repartent par un autre chemin, ayant eu connaissance du dessein d'Hérode de se rendre auprès de l'enfant, non pas pour l'honorer, mais pour lui nuire. Preuve en est que, même éclairé par la science, le pouvoir politique fait souvent ce qu'il sait mieux faire, cacher ses crimes derrière la raison d'État. Et cela donna le massacre des innocents. Chaque fois que l'homme politique s'empare du sujet de la science, de la médecine, plus généralement de la santé des citoyens, c'est-à-dire son bien-être physique, psychique et social, il faut s'en inquiéter. Cela n'est pas nouveau. Écoutons encore Jérôme nous parler. Les scientifiques ne sont absolument pas faits pour poser des barrières. Ce qui nous dit ce qui est bien ou mal, ce n'est pas la science, c'est la morale. Et si la science ne se soumet pas à la morale, elle devient folle. Ce qui est de la science, c'est de dire qu'un homme est un homme. Ensuite, la morale vous dit, donc l'homme, il faut le respecter. Ces prises de parole, le professeur Lejeune les a payées au prix fort, celui de sa brillantissime carrière. Le prix Nobel lui échappe, il est mis au banc de la société scientifique. Il accepte que sa carrière soit brisée si c'est pour défendre les plus petits. Il ne se tait pas, là où tous veulent se servir de sa découverte pour en faire du dépistage eugéniste. Je savais que, en disant cela, on ne me le pardonnerait pas, et que je risquais de perdre le prix Nobel. Mais entre tordre le cou au prix Nobel et tordre le cou aux enfants trisomiques, il n'y avait pas à hésiter. Merci, professeur, car votre intelligence et votre clairvoyance, tout autant que votre engagement à la fois humble et puissant, sont un don que vous fîtes à toute l'humanité et un jalon sur les pas du modeste praticien que je suis devenu, primum non nocere.